disposition pour tout échange. Merci. Ok, merci. Merci, Mme Makhlouf Selma, pour votre exposé. Il était succinct. On a et je dirais même votre manière de développer ce thème, mais à la fois aussi de l'aborder, c'était important. Au niveau de l'exposé, on revient sur ça. Maintenant, je pense que je vais donner la parole à votre directeur, logiquement de thèse, pour donner encore plus d'éclaircissement, pour entrer dans le vif du sujet sur tout le débat. On va donner à M. Saïd Mohamed, Dr Saïd Mohamed, d'intervenir sur ce travail. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum. Avant de présenter ce rapport, je tiens à présenter mes remerciements aux membres du jury d'avoir accepté l'évaluation de cette thèse et d'apporter un plus pour l'enrichir par leurs observations et orientations. Je tiens aussi à féliciter la doctorante Madame Makhlouf Selma d'apprécier ses efforts et son endurance face aux exigences de cette thèse. Je rends hommage à l'ex-directrice Madame Professeur Halim Fatma Zohra pour sa contribution dans cette thèse. La problématique présentée porte sur l'étude de comportement des occupants vis-à-vis de l'éclairage naturel dans les espaces habités, en ciblant les cités ou la unicité de l'habitat social collectif à Annaba. Malgré les initiatives ou l'existence d'initiatives écologiques et l'efficacité énergétique, la mise en œuvre de ces mesures reste souvent freinée par des contraintes économiques, surtout en Algérie. Ce sont des contraintes économiques, techniques et beaucoup plus institutionnelles aussi. Dans le secteur de l'habitat en Algérie, il y a un très grand nombre de programmes de logement, surtout le logement collectif social, qui ont été lancés et réalisés pour répondre à d'autres besoins autres que l'éclairage naturel dans l'habitat. C'est des besoins en quantité par rapport à la croissance urbaine et démographique et à la demande croissante de logements, qui n'ont pas obligatoirement intégré ce souci de l'amélioration de l'éclairage naturel et de la diminution de la consommation de l'énergie. La particularité du logement social surtout, qui présente la part la plus importante dans le logement collectif en Algérie. Ce logement social, souvent conçu dans une logique de confort minimal, est régi par des cahiers de charges, comme vous le connaissez, comme tout le monde le connaît, et des lois peu actualisées et suivies. Cela implique que les éléments cruciaux tels que l'éclairage naturel ou le bien-être à long terme des habitants ne sont pas systématiquement prioritaires au profit de la réduction des coûts de construction, limitant ainsi les innovations dans ce domaine. Pour ce qui est de l'éclairage naturel dans les bâtiments résidentiels en Algérie, qui entrave l'élaboration de la conception architecturale adaptée à l'éclairage naturel comme source de bien-être et d'amélioration de performance énergétique, ce qui impacte négativement les capacités des architectes à concevoir des cités résidentielles efficaces et sur le plan énergétique confortables, aussi sur le plan éclairage. Cette thèse a comme objectif l'appréhension des facteurs qui déterminent la qualité d'éclairage intérieur dans l'espace habité de logement collectif à Annaba, ainsi que la recherche de l'amélioration de l'ambiance lumineuse intérieure par un éclairage naturel. La recherche s'est basée sur deux questions principales et des objectifs et des hypothèses, bien sûr. Pour atteindre l'objectif principal, cette thèse explore les différents aspects du comportement des occupants en matière d'éclairage naturel par le biais d'une enquête sociologique présentée et détaillée. Elle identifie les principaux facteurs influençant la qualité des ambiances lumineuses dans l'espace habité
étudie le taux d'ajustement du système d'éclairage par l'occupant et propose un protocole d'évaluation d'un système d'éclairement naturel du bâtiment. Un autre objectif d'importance, c'est la spécification des directives construction pour les nouvelles habitations qui favorisent l'éclairage naturel en tant que mesure d'économie d'énergie. Cette recherche a proposé une méthodologie qui s'est appuyée sur deux parties, l'une théorique et l'autre pratique. La partie théorique a pour but de former un soubassement de la thématique, un état de l'art pour positionner la recherche. Cette partie se concentre sur la définition des aspects clés et les hypothèses fondamentales qui ont guidé l'étude. Elle établit le cadre théorique nécessaire pour comprendre les enjeux liés à l'éclairage naturel et les principes de conception associés. La deuxième partie porte sur la validation ou l'affirmation des hypothèses conformément à un cadre méthodologique préétabli. Elle implique des analyses, des expérimentations pour vérifier les hypothèses formulées dans la première partie, en se basant sur les données recueillies sur le terrain. La partie théorique comme cadre conceptuel de la thèse se compose de 4 chapitres. Le premier présente une analyse des publications déjà réalisées sur les stratégies d'adaptation de l'éclairage naturel dans un espace habité, d'où un positionnement de la recherche. C'est très important. Pour la deuxième partie, elle présente les théories et les concepts qui soutiennent la recherche et concernent les notions de l'éclairage naturel et des ambiances lumineuses. La troisième partie est consacrée au rapport du comportement des occupants des ambiances lumineuses. Par contre, le quatrième chapitre présente une réflexion sur le terme habitat comme principal domaine de cette recherche et une description du contexte topographique, climatique d'Annaba, ainsi que la motivation du choix de l'Oued el-Forsha, Annaba, le cas d'étude. La partie pratique est destinée à la présentation du contexte d'investigation sur le terrain, comprend 3 chapitres. Le cinquième détaille les méthodes et les outils utilisés dans la conduite de l'étude. Et dans ce chapitre, un protocole spécifique est construit. Le 6e chapitre est consacré à l'analyse des informations recueillies par l'observation exploratoire et l'approche par la mesure in situ. Le 7e chapitre constitue la phase diagnostique des données. Il s'agit d'un examen et d'une interprétation des informations recueillies dans chaque étude de cas, à l'aide d'un questionnaire. Ce chapitre vise à analyser et interpréter les informations obtenues afin de dégager des tendances, des insights et des conclusions pertinentes pour chaque cas d'étude. En conclusion, l'imp30 confirme la complexité de l'interaction éclairage naturel, comportement des occupants et architecture. Les résultats de cette recherche mettent en lumière la complexité de la relation entre éclairage naturel, comportement des occupants et architecture. Plusieurs facteurs influencent cette relation. Ils ont été présentés, des facteurs architecturaux, comportementaux, environnementaux. Nous la laissons. Bon, la thèse de l'imp30, Madame Mahlouf-Selma possède tous les critères scientifiques. Nous la laissons à votre appréciation. Merci. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci, docteur Jaritier, pour votre intervention. Maintenant, on va donner la parole à notre cher professeur Bouchal Abdouhab de l'Université 3, Salah Bougni de Constantine, pour ses précieux, logiquement, soit observation, soit recommandation, ou bien carrément son expertise. Allez-y, Abdouhab, est-ce que vous m'écoutez là? Allô, Abdouhab? Merci, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, excellent, 100%. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, et chers amis, chers collègues. Merci aux membres présents du jury. Merci à Monsieur le directeur de thèse. Je ne sais pas, on s'est rencontrés déjà. Oui, avec Monsieur Dr. Le directeur de thèse, Charitia. Oui. Vous avez travaillé sur les postes, je pense, un poste. Oui, j'ai travaillé avec le poste. Ah, d'accord. Je me disais que avec la personne, on s'est rencontrés. Oui. Alors, c'est toujours bon de se rencontrer, même si elle a travers le virtuel. Bon, par rapport à mon expertise, j'essaie de suivre en premier avec le plan, c'est-à-dire concernant l'annexe
5 de l'évaluation. Je ne vais pas trop. Je dirais que le talent est honnête, c'est-à-dire qu'il a obtenu une condition d'un doctorat, c'est-à-dire exigé pour un doctorat. Mais les points on peut peut-être débattre, qui peuvent être à l'avenir, je ne sais pas, pour des docteurs en fissure qui veulent travailler sur le même aspect, c'est sur le sujet. Donc, on peut toujours proposer quelques pistes, quelques directions, quelques angles d'attaque, si vous voulez. Alors, le travail, c'est vrai, il s'inscrit dans la question du développement durable. C'est un regard pertinent sur l'usage ou l'exploitation des sources lumineuses naturelles, c'est-à-dire la lumière naturelle, dans le vécu des habitants. Donc des habitants. C'est-à-dire le sujet, bien sûr, est toujours d'actualité tant que la question de l'énergie est mise, disons, en avant. Bon, pour les questions centrales, les deux questions posées, je pense qu'elles sont pertinentes. C'est-à-dire, bon, à travers l'exposé qu'on vient de voir de la candidate qui était quand même excellent, j'ai saisi que l'angle d'attaque ou l'angle disons, pays pour asseoir cette thèse était plutôt technique. C'est-à-dire, laissez-moi, vous pouvez me tolérer un petit peu ma faim, mais j'aimerais bien que des fois, qu'on attaque aussi l'aspect esthétique aussi de la lumière. Parce qu'on fait de l'architecture, et généralement, souvent on se retrouve sur des données, sur des propos trop techniques que esthétiques, parce que finalement, même demain dans l'enseignement des étudiants, c'est-à-dire en architecture, on ne pensera pas, plutôt n'abordera pas avec profondeur des questions, disons, techniques de la lumière, mais plutôt de l'esthétique, c'est-à-dire que, parce que ce qu'on peut observer généralement n'est pas mesurable, mais appréciable par rapport à la qualité qui s'adonne sur le plan, si vous voulez, esthétique, qui reste bien sûr subjectif. Ça, c'est par rapport à moi. La deuxième question centrale, les questions centrales, la deuxième elle est plus académique. Bon, ça peut servir une sauf que moi je considère que, par exemple, par rapport au travail, quand on dit habiter, l'espace habité à Ennaba, c'est-à-dire que finalement, je ne trouve pas de différence entre Ennaba ou la Ouel Fourcha, par exemple, un habitat ski, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui pourrait, je dirais, augmenter, je ne sais pas, à mon sens, je l'aborderai par la suite, être la question qui pourrait faire la différence entre un lieu. Les hypothèses sont valables. Mais seulement on peut poser le problème, on va poser autrement. À mon sens, il y a un habitant, il y a un concepteur. L'habitant n'a jamais été associé à la conception du produit. Donc, je trouve pertinent quand on parle, disons, de comportement adaptatif. Oui, c'est vrai, comment l'habitant, mais l'adaptation n'est pas directe. L'adaptation, c'est plus, j'allais dire, un effort qui pourrait, disons, être, qui pourrait être si vous voulez, sa qualité de comportement permanent. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens, plutôt des habitants, qui réagissent différemment par rapport à cette question de conception. Tant qu'il n'est pas associé. Les autres questions par rapport, pour mon hypothèse, les deux axes de les hypothèses sont complémentaires. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux. Des valeurs mesurables, l'identification, la mesure du taux d'ajustement et tout. Donc ça, c'est mesurable. Donc, on peut avoir des résultats à travers un
à travers un diagnostic même, ce qui est donc ce qu'on appelait univariable, multivariable. Donc, ce qui est dans la page analyse conceptuelle. Moi, je trouve que ça c'est très intéressant ce que la candidate a fait. Parce que c'est une conception d'un modèle d'analyse. J'appelle ça un modèle d'analyse. Un modèle d'analyse, c'est un champ qui regroupe ou qui polarise les concepts qui vont être utilisés dans le langage, dans le vocabulaire qui suivra pour expliquer les phénomènes, ou plutôt les faits enquêtés ou observés sur le terrain. Donc je trouve ça très utile, très important. Au lieu de venir, parce que souvent comme des étudiants qu'est-ce qu'ils font le doctorat, ils font une sorte de dictionnaire, c'est des mots c'est disons des vocables, qui expliquent comme un dictionnaire. Professeur Abdelhab. Moi, j'essaie de créer donc tout un langage épistémologique pour aborder un sujet, c'est-à-dire pour utiliser ce langage que l'on construit, parce que c'est une construction, mais où les anthropologues construisent. Allô, Abdelhab. Professeur Abdelhab. Allô. Connexion, je pense. Connexion. Oui, Abdelhab. Allô. Oui, on va le relancer. Si jamais on l'a pas dans 2 minutes, on va donner la parole à notre expert. On revient sur. D'accord. Voilà. On attend 2 minutes là. Oui. Ok. En parallèle, allez-y. Adma, desculpa se rápido, pode 10 minutos. شوف صح. Ok. Il va relancer le processus. Martin, ouais, c'est les aléas du direct. C'est très difficile de maîtriser. Allez, professeur Wahab. Ah, c'est bon. Oui. C'est donc 31 minutes, c'est-à-dire que. Oui, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, à 100%, oui. D'accord. Je disais que par rapport à la question c'est la méthodologie. La méthodologie, je pense qu'il y a de la rigueur. Il y a une rigueur dans le travail de terrain, dans le travail, dans la collecte des données, dans le traitement des données, donc le dépouillement et dans le traitement des données. Et même dans l'interprétation, j'ai trouvé qu'il y a une cohérence dans cet ensemble, c'est cohérent, d'accord?
Vous m'entendez toujours, hein? Oui, 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 Abdel. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas d'image, mais je vais, puisque vous m'entendez, donc, je disais que toute cette question à le projet a été, il y a tout à l'école qu'il faut. Maintenant, j'aimerais bien poser, ça dépend de la conclusion. La conclusion est parce que les résultats de ça correspond les hypothèses qu'elle a émises, donc elle a émises en premier. Donc il y a dans le travail de la cohérence. Et c'est très important. Maintenant, des points sur lesquels j'aimerais bien débattre. La première, c'est la question de la lumière. Parce que là, on est en train de traiter la lumière comme étant. On est en train de traiter la lumière comme étant c'est la lumière naturelle et artificielle. Mais ce n'est pas des opposés. Ce ne sont pas des opposés naturels et artificiels. La lumière, l'obscurité, ce n'est pas l'artificiel, c'est bien l'opposé. La lumière, c'est plutôt l'obscurité. Et c'est pour ça que, avant qu'il y ait la lumière artificielle, je dirais la lumière artificielle, je ne parle pas des bougies, pas d'acheter des bougies. Alors, la lumière, les habitants procéder à une modulation de la lumière naturelle. C'est-à-dire qu'une bonne modulation sur la diffusion de la lumière n'est pas on peut régler par rapport à la source, c'est-à-dire c'est les ouvertures, soit les cross-trams, soit l'éclairage indiqué avec des jeux pour avoir une claque à l'intérieur. C'est-à-dire quand vous voyez, et là je parle de ça. Et c'est pour introduire un aspect très important. C'est est-ce que pour l'Algérie, dans la société, ou dans nos sociétés algériennes, est-ce qu'il n'y a pas un rapport philosophique à la lumière? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect, disons, la lumière naturelle du jour? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect philosophique, spirituel, moral? Et à un certain moment, et je vais noter, donc, on va exposer dans le point sur le multivariable, je pense. Vous avez parlé de l'espace séjour. Il regroupe beaucoup d'activités. Donc, l'activité parce qu'il y a de la lumière dans le séjour. Mais c'est justement, c'est ça. Parce que quand on essaie de voir un petit peu, les gens, c'est des habitants dans les logements traditionnels. Comment ils agissaient, réagissaient par rapport à quelle est l'occupation, l'occupant, comment réagir à la lumière? Parce que moi je pense, dans les maisons traditionnelles, avec le patio, le central, c'est la pièce la plus éclairée, la mieux éclairée en lumière pure. Parce que philosophiquement, dans nos sociétés, tout ce qui est donc éclairé à la lumière du jour, pur, et même, comment dire, c'est un espace propre, pur, un espace polyvalent, la cour, le patio, qui est un espace polyvalent, qui qu'on ne trouve plus dans les maisons, le fonction. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un espace polyvalent de remplacer cet espace polyvalent par le séjour. Parce que généralement, le séjour, on veut mieux éclairer. On ouvre des fenêtres, on vous éclaire. Donc, ça veut dire que la question de la lumière par rapport aux autres occupants, elle est considérée parce qu'elle n'est pas juste utilitaire, c'est-à-dire qu'il y a besoin de lumière. Et aussi, des fois, on a besoin d'intimité, on a besoin de ne plus montrer certaines choses. On a besoin de. Mais il y a des pièces qu'on veut vraiment mettre à jour, éclairer, mais d'autres qu'on veut toujours mettre dans l'obscurité. D'ailleurs, si vous voyez des exemples, des maisons traditionnelles, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a toujours des espaces qui sont cachés à la lumière. Donc, c'est pas par rapport, c'est pour dire que si j'utilise la lumière comme un facteur, pour le confort, je dirais que dans ce cas, pour l'être humain, à travers le monde, il a même besoin de lumière. Mais n'oubliez pas qu'il y a une géographie. Donc, pour le sud,
il y a beaucoup de lumière, mais les gens modèrent la lumière. Ils ne laissent pas passer toute la lumière. Ils font des petites, disons, ils régulent la lumière jusqu'à avoir, par exemple, Ce qu'il faut. l'adolescent marine et tout, parce qu'il y a trop de lumière. Si un jour vous aurez la chance avec, par exemple, Bni Abbas, tu me jettes les rues de Bni Abbas, les rues de Bni Abbas sont couvertes. Elle regarde des puits de lumière, des faisceaux qui laissent pénétrer la lumière pour éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc ça veut dire que toutes ces questions sur la lumière, même si on essaie de trouver la qualité, c'est aussi, il faut dire que c'est par rapport à une philosophie, par rapport à une sociologie, par rapport à un besoin, par rapport à une spiritualité, que cette lumière est aussi exploitée. Donc, un autre point que je voulais vraiment aborder. Donc, ça veut dire que la question lumière-obscurité est aussi un côté, si vous voulez, philosophique, moral et tout. Donc, je laisse, je termine. Voilà. Alors, j'ai trouvé la thématique très intéressante. Les concepts sont pertinents et intéressants. Il y a une livre dans le travail de recherche, particulièrement dans le choix méthodologique, donc des options méthodologiques. La structuration du travail est judicieuse, donc les chapitres sont bien prononcés, il y a un bon enchaînement, des chapitres équilibrés, bien sûr, cohérents. Mais cependant, je dois vous dire quelque chose, Madame Moustofi. Je pense qu'avant de remettre le travail tech, reprendre la question de la bibliographie, parce que la bibliographie n'est pas bien posée. Il y a des ouvrages, donc, ce n'est plus l'ordre alphabétique. Et surtout que parfois vous mettez le prénom avant le nom. Ouais. Et vous avez partagé votre biographie, mon ouvrage, mais j'ai vu dans des ouvrages, j'ai vu aussi des textes juridiques, donc il vaut peut-être mieux faire ressortir les textes juridiques comme un titre, voilà, tout ce qui est juridique. J'ai vu, vous avez cité deux ouvrages, je pense que professeur Akama, professeur Nazrey, je sais pas, peut-être pour les autres aussi, je ne vais pas dire que... On a tellement été nourris à ces ouvrages par celui de Bachelard, la politique de l'espace, ou là, on vient de faire la production de l'espace. C'est des gros ouvrages très conséquents. Vous avez cité en anglais, alors que l'original, des ouvrages étaient en français. Donc, parce que j'ai vu les dates 91, 94, alors qu'ils dataient des années fin 70, début des années 80. C'est-à-dire que, parfois, quand on cite un ouvrage, un ouvrage clé, si vous voulez, il faut citer l'original. Les traductions peuvent être parfois dénaturées, en tout cas biaisées, parce que les termes dans le texte écrit dans la langue d'origine fournit mieux les informations qu'un texte traduit. Alors, sinon, je vous remercie, je vous félicite pour avoir terminé le travail, arrivé à bout donc, de cette thèse et soutenir. Je félicite aussi votre encadreur, M. Charaïtia Mohamed, pour l'encadrement, pour nous avoir, et aussi pour m'avoir invité à participer à cette soutenance, à première actuellement, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et je vous remercie et je vous remets la parole, professeur Basrius. Ok, merci monsieur professeur Abdelwahab pour votre intervention. Vous êtes soucieux de ce thème. Il vous a plu ce thème, c'est important. Aussi, on vous remercie pour votre fine expertise, c'est bien. Vos appréciations concernant ce travail, surtout sur la rigueur de la méthodologie mobilisée dans cette recherche, c'est important aussi de le souligner, à l'exception de quelques irrégularités concernant les références bibliographiques que vous avez soulevées aussi, qui sont aussi pertinentes, qu'il faut les revisiter et reformuler, essayer de les classer ou bien carrément selon les types ou bien
carrément les familles de référence, je dirais de référence bibliographique. Je vais maintenant donner la parole à notre cher professeur Alqama Jamel pour intervenir et nous donner son expertise concernant ce travail de recherche. Allez-y, monsieur Alqama. Bismillahirrahmanirrahim, salat salam ala ashraf al-mursalin. Merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole à participer à ce débat scientifique pour promouvoir, pour réussir, pour peut-être voir d'une autre vision sur un autre angle ce travail-là, qui a été bien encadré par notre cher docteur Mohamed Shraitia. Je ne suis pas d'accord avec lui dans un point seulement, Mohamed. Et là, je ne tiens pas à remercier l'ancien encadreur. Et peut-être madame elle est là, elle est d'accord avec moi. Elle a laissé couler les larmes de cette jeune femme. Elle l'a mis au coin. Et elle a risqué quitter sa formation doctorale. Vous la voyez bien, madame. Si ce n'est pas mes encouragements et mon soutien, et puis le vôtre. Elle a repris et elle a donné un travail de qualité, que je la félicite. Elle avait des moments très difficiles, madame. Elle a voulu quitter sa formation doctorale. La première année a été pour elle un enfer. Je le dis bien, je le dis fort. Si j'ai tort, vous le déclarez, madame. Je dis la vérité, c'est voilà, mais je dis la vérité. Maintenant, quant à l'évaluation de ce travail, qui est un travail très important, que j'ai participé aussi à maintes reprises, j'ai orienté, j'ai mis ma main dans la pâte, j'essaie quand même de trouver un autre angle sur lequel je vais essayer de faire une autre lecture. Commençons par ce titre-là qui pose problème, parce qu'il a été inscrit dans mon projet de PRF. Je ne peux pas le toucher, mais en lisant bien le titre, on n'a pas fait une contribution d'amélioration, on a fait une évaluation. Le titre adéquat, c'est une évaluation post-occupationnelle, voilà, des ambiances lumineuses dans l'espace habité, cas d'étude, cité de l'habitat collectif, Oued el-Fourcha, Annaba. Donc moi, si l'ensemble des examinateurs sont d'accord avec moi, c'est beaucoup plus une évaluation. Voilà. Donc c'est pour la première chose. Et puis je vais revenir un peu sur quelque chose un peu de fort, qui m'a intrigué un peu. C'est dans le chapitre introductif, je l'ai trouvé structuré comme un chapitre, avec des titres, des sous-titres, donc ça pose problème un peu. Peut-être que je reviens un peu avec madame, et dire qu'on va reformuler le texte sous forme d'un texte global, qui met en évidence un peu l'importance du sujet, en un premier paragraphe, puis le deuxième paragraphe, les travaux essentiels produits dans le domaine, état de l'art, et puis la question de la recherche en Algérie, et puis une observation avec les deux questions pertinentes que vous avez posées. Sans poser des titres, des sous-titres, comme vous l'avez fait dans votre chapitre introductif. C'est une remarque un peu de forme, seulement. Je reviens un peu, je fais du coq à l'âne, un peu, je reviens un peu sur le résumé. Parce que nous savons bien, on appelle les mots-clés. Les mots-clés, il paraît qu'il obstrue un peu une certaine réalité dans la recherche, parce qu'à travers la lecture des mots-clés, voilà, on revient sur, à travers les mots-clés, je peux dire que ça m'intéresse, je vais revenir pour lire ça, pour ne pas lire. Je vais sur le français et dire éclairage naturel, donc on a parlé d'éclairage, les ambiances lumineuses. La consommation énergétique, on n'a pas parlé beaucoup de la consommation. On a fait un investissement sur l'évaluation des ambiances lumineuses et le niveau de confort psychologique et même de l'usager. Donc, j'aime bien appeler usager au lieu d'occupant, usager. Espace habité, ça manque un peu, un mot-clé très important, c'est دائما نقولها لكم كي ستادي النبا لازم تاعها تخرج كوم ان موكلي باسكو اون في نوتر ترافاي دونك لازم يخرج
le mot-clé est Naba, là, à savoir Wadi Farsha. La Wadi Farsha, entre parenthèses, est Naba. Donc, peut-être il faut revoir. Voilà. EPO aussi. EPO aussi, comme un mot-clé. Voilà. Et je reviens à dire que peut-être qu'il faut ici de voir le résumé en essayant un peu de donner certains éléments qui attaquent directement le sujet sans partir dans les parties très générales. Je dis bien que peut-être que le premier paragraphe, il peut être enlevé et partir directement du deuxième paragraphe pour être un peu plus précis dans votre résumé, parce que nous savons bien que les résumés maintenant sont organisés par Imrad. À peu près le contenu ne dépasse pas de 250 à 500 mots. Voilà, pour ne pas tomber dans des choses un peu générales. Donc, je vais aller un peu vite pour le chapitre 1. Le chapitre 1, au lieu d'attaquer un peu des choses, de définition et de concepts, vous parlez directement d'une stratégie. C'est-à-dire, on ne peut pas parler des méthodes avant de parler du phénomène, de l'éclairage naturel et les ambiances lumineuses en tant que concept de base. Les connaître et leur dépendance comme variable dépendante dans la recherche. Et puis peut-être laisser le chapitre à la revue de la littérature en deuxième niveau, après avoir cerné certains concepts de base de la recherche qui sont l'éclairage naturel, les ambiances lumineuses, les niveaux de confort visuel à l'intérieur, c'est ça, les variables clés et les concepts clés de la recherche qui devront être mis à l'avant pour cerner la recherche comme elle doit. Je ne dis pas que l'état de l'art n'est pas important, il est très important, c'est qu'à travers l'état de l'art qu'on construit la connaissance thématique qui nous permet un peu d'avancer pour faire un positionnement épistémologique et pour monter des modèles d'analyse. Vous avez monté ici 2 ou 3 modèles d'analyse et je vous félicite sur ça, des mesures in situ. Donc c'est un premier modèle heuristique très important. Le deuxième modèle, c'est l'enquête et l'utilisation des systèmes experts de strengths. Je vais essayer d'arriver pour parler de ces systèmes-là après. Donc, sans tarder, et aller rapidement sur la lecture de la thèse, je me pose la question. Quelle est la différence entre éclairage naturel et lumière naturelle? Donc la question que je pose, quelle est la différence entre lumière naturelle et éclairage naturel? Et vous avez fait beaucoup de références à des choses normatives. J'ai bien aimé si on a mis en question un niveau de diagnostic, disons, subjectif, fondé sur l'usager, qui va nous donner les degrés de satisfaction et quels sont les gens par strate d'âge et par sexe, et par le taux d'habiter l'espace. Parce que nous savons bien que le sexe féminin habite plus l'espace que le sexe masculin. Et les vieux habitent plus l'espace que les jeunes. Donc c'est là qui fait un peu l'intérêt de la chose. Quelle est la strate d'âge qui est le plus touchée par ce phénomène de manque de lumière à l'intérieur de l'espace habité? Et à quel moment? Et aussi les moments. J'ai bien aimé aussi que, est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'afternoon? Est-ce que c'est la nuit? Et comment se pose ce problème de disconfort de la lumière à l'intérieur de l'espace habité? Un point qu'il faut peut-être le revoir et le développer dans vos recherches postdoctorales. Donc j'ai bien aimé que ce chapitre 2 s'intéresse à ces choses-là. Et donc, sans tarder, je vais aller un peu sur un point très important, parce que la thèse, elle est tellement volumineuse. 350 pages. De ce cas-là, je donne un conseil, qu'il y a des parties qu'il faut peut-être les renvoyer en annexe. Notamment, une partie de la réglementation.
la RT 120, et qui est à partir de la page 71, je crois bien, jusqu'à la page 82 ou 83, donc une dizaine de pages, peut-être qu'il faut la remettre en annexe, pour alléger un peu le corps du texte. Il y a aussi une autre partie, dans le chapitre de outils et méthodes. Matériel, outils et méthodes, là, quand vous présentez un peu le questionnaire, comment vous l'avez fait et comment vous l'avez organisé, et quelques fiches de résultats, je vois peut-être qu'il serait plus judicieux de les envoyer en annexe et faire un renvoi à ces choses-là. Mais pour moi, c'est pour alléger le corps du texte, parce que 350 pages, maintenant pour un doctorat troisième cycle, c'est un peu beaucoup, parce que nous savons bien, dans notre science, un peu des sciences appliquées, parce que nous ne sommes pas des sciences exactes mais technologiques, nous sommes des sciences appliquées, on fait beaucoup de recours à des investigations par enquête. C'est pour cela qu'on dit qu'une thèse, un peu, dans notre domaine, c'est entre 200 pages à 250 pages. Voilà, la moyenne, je dis bien la moyenne. Mais vous avez fait 350 pages, un peu, c'est peut-être qu'il faut alléger le texte. Ce que j'ai remarqué, vous n'avez pas respecté la police, parce que vous avez écrit avec le 11. Voilà. Sinon, plus la thèse sec, elle arrive jusqu'à 400, 450. Parce que là, vous avez concentré le texte. Allez, là, on a accepté parce qu'on vous encourage, mais pour la prochaine fois, il faut savoir synthétiser. Parce que la thèse, généralement, on écrit 1500 pages. Et on revient sur la deuxième lecture. Pour 700 pages. Troisième lecture, on synthétise. 300, 350. Et la thèse finale, après une vraie synthèse, c'est 200 à 250 pages. Avec des polices entre 2 à 14. Voilà. C'est-à-dire que c'est des conseils de forme. Comme aussi vos résultats sont très importants. Et elle nous donne, et elle éclaire une situation très claire d'un disconfort au niveau d'un habitat collectif à Wadi Fourcha. Et vous avez vraiment mis le doigt sur le mal. Vous avez apporté des résultats originaux. Ils n'en ont pas besoin de faire des recommandations. On ne fait pas des recommandations à la fin d'une investigation parce que les résultats se défendent en eux-mêmes. Les résultats, c'est la valeur scientifique de l'investigation. Les recommandations, on les fait dans des congrès, dans des colloques, mais vous êtes arrivé à des résultats pertinents. Seulement, vous pouvez peut-être comparer ces résultats à d'autres résultats qui sont dans le domaine et dire pourquoi elles sont similaires ou pourquoi elles ne sont pas similaires. Ça, c'est pour rendre votre thèse plus originale, en comparant vos résultats aux résultats d'autres chercheurs établis dans le domaine. Et dans ce stade-là, permettez-moi de vous glisser une petite critique dans vos références de base. Il me paraît que certains chercheurs ne sont pas plus habilités que le professeur Zmouri Nordin pour être écartés dans cette thèse. Pour les travaux. Oui. C'est le père qui a mis la première pierre d'angle en matière d'investigation sur l'éclairage naturel. Respect à ce professeur-là. Respect à ce professeur-là. La Dauphine, Rouag Jamila. La défaite. Voilà. Je n'ai pas vu son nom dans la bibliographie. C'est important. Oui. Donc ce sont là les deux qui ont mis un peu les premières pierres d'angle en matière d'éclairage naturel. Oui, en Algérie. Donc peut-être qu'il faut essayer de revoir. Et je ne suis pas en train de vous dire des choses qui vont à un manque de respect, mais peut-être essayer de voir. Vous avez glissé des noms qui ne méritent pas à être dans la référence. Parce qu'ils ne sont pas dans le domaine. Ce n'est pas leur domaine seulement. Parce que là, je respecte les gens par leur spécialité. Voilà. Et c'est ça qui rend. Parce que c'est l'équité rendre à César ce qui appartient à César. Ben, parce que là, je trouve beaucoup de références, disons, étrangères, et je ne trouve pas de références locales. Pourquoi? Parce que pourquoi maintenant nos professeurs, on a des éminents professeurs en Algérie, qu'il faut les respecter,
mais on ne les cite pas dans les références. On dit que les professeurs n'ont pas l'indice H تاعهم طالع parce qu'on ne les a pas cités. Donc c'est comme une bougie qui s'éclipse. Une bougie qui قاعدة تخلص. Et ils donnent leur matière grise pour ces jeunes doctorants, mais ils ne leur envoient pas à l'ascenseur. C'est pour ça que les docteurs ou les professeurs ont le nombre de le H index très bas parce qu'ils ne sont pas cités par leurs disciples. Mais je le dis parce que ça me touche beaucoup quand je trouve beaucoup de thèses où les spécialistes, il faut les citer, que ce soit dans le domaine de l'éclairage, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, que ce soit dans le domaine de l'énergie, conception, dans tous les domaines, il faut citer. Et j'ai beaucoup encouragé dans notre école doctorale de travailler en réseau. C'est-à-dire que je parle toujours de ce verbe réseauter. C'est un verbe du premier groupe qui est rentré dans la langue française. Réseauter, c'est travailler en réseau. Quand j'ai lu des articles dans d'autres laboratoires, il y a 6, 7, 8 auteurs, alors que généralement, nous avons les articles des Algériens en binôme, ou le binôme هذاك يتحط عنوة parce que les encadreurs, sinon ما يحطوش. ما فهمتش pourquoi on est comme ça. On a acquis un très grand retard en matière d'être à la page de ce qui s'est produit dans le monde. Je ne suis pas en train de vous blâmer, parce que vous avez travaillé en réseau, je le connais. Vous avez travaillé en réseau, je le connais, mais c'est un conseil. هذا يكون هنا beaucoup de jeunes doctorants ويفهموا شي قيمة le travail en réseau ou la citation. Ça m'intéresse pas la citation, mais ça intéresse le niveau collégial. Que dire des professeurs algériens, ils sont là, ils sont cités. Mais فهمت pourquoi cet égoïsme. Mais je le dis. C'est pour orienter, où je l'ai toujours dit en matière d'analyse thématique. Les qu'il faut travailler en réseau, il faut citer vos collègues, travailler avec moi, une idée, et vous travaillez. Inch'Allah, le laboratoire qui a été monté maintenant, il permettra peut-être de réussir un peu le travail au réseau pour donner plus de valeur et la recherche. Et de traçabilité. Voilà, très bien. Et de traçabilité. Donc, je reviens, il y a une petite, parce que on a peut-être le dans la forme. C'est bien que vous avez mis vos annexes à la fin. Mais je vais te dire une chose, ma chère Khlouf. Par exemple, on dit la partie annexe. Parce que بالنسبة لي أنا la thèse elle termine en 254 pages. Mais elle a 251 pages parce que vous avez paginé seulement 250 pages parce qu'il y a beaucoup de alors que la thèse à vrai dire elle fait la bibliographie ou les annexes elle fait 351. Le كل واحد يجي قطع لك على fin la bibliographie ونحيك les annexes واحد ما يفيق بها بلي نقص منها وتولي la thèse obsolète. Donc il faut paginer les références bibliographiques et il faut paginer les annexes et les numéroter et faire les renvois qui n'existent pas dans votre manuscrit. Parce que chaque annexe a un renvoi dans le corps du texte. Donc il y a 5 annexes, c'est ce que j'ai lu. On a un annexe avec S, لازم تكتبي annexe 1, annexe 2, annexe 3 ou la pagination تاعو ومن بعد كي نروح le corps du texte je dois trouver avec quelle partie du corps du texte il a une relation cet annexe. Sinon ça devient il n'a pas de valeur. Voilà, il faut peut-être corriger ces choses de forme très importante. De forme très importante. Voilà. Sans tarder et sans minimiser l'effort que vous avez déployé en matière d'investigation, parce que travailler avec 2 modèles heuristiques, vous avez monté vous-même un modèle pour une investigation mesure in situ, et un deuxième avec une enquête
Parce que les deux, ils peuvent faire 2 thèses. Mesure in situ, avec les résultats auxquels vous êtes arrivés, avec les graphes et les discussions des graphes, ça peut être valider un résultat d'une thèse. Et la deuxième, c'est cette enquête que vous avez montée, on a parlé ensemble, enquête pilote et puis enquête finale, et avec un traitement, avec un logiciel Sphinx, avec les 3 niveaux disons, d'analyse des résultats univariables, bivariables et multivariables. Donc ça fait 2 thèses en même temps. Un effort colossal, sur lequel je vous remercie, je vous félicite. Et je vous encourage encore à continuer votre investigation dans ce sens-là. Et ça reste un peu cette EPO. En principe, la thèse, c'est qu'elle peut être fondée sur un seul outil d'investigation sur l'EPO, évaluation post-occupationnelle, et c'est tout. Et vous avez encore enjolivé cette recherche avec d'autres outils tels que les mesures de city, l'enquête avec les usagers. Et c'est un plus pour cette thèse qui nous force à vous féliciter et à vous encourager à continuer votre travail dans ce sens-là. Et mes félicitations encore une autre fois. Et je renvoie la parole à M. le Président. Oui, merci, M. le Professeur, vraiment, pour votre intervention, votre expertise pointue, assez pointue, détaillée en plus. Je vais encore donner la parole à la dernière, au docteur Jouet pour son expertise, pour encore plus de, je dirais, d'orientation, de recommandations et aussi des observations concernant son expertise. Allez-y, Madame Jouet, docteur Jouet. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être parmi vous pour participer à l'évaluation et à la discussion de ce travail présenté par la doctorante Claude Salma, encadré par Dr Shraibia, qui m'a honoré par son invitation. Ce travail, que je peux le qualifier par l'intéressant, surtout que la candidate a eu l'audace de traiter un sujet très important et aussi vécu par la majorité de la population algérienne. La pertinence et l'importance de ce travail émergent déjà depuis le titre, car la contribution à l'amélioration des ambiances lumineuses dans l'espace habité est un enjeu important dans la recherche du confort de l'habitant. En outre, l'éclairage naturel devient une priorité de premier rang pour réduire la consommation énergétique. D'autre part, le domaine d'application choisi pour étudier cette question, à savoir celui du quartier résidentiel à Roche-Arnaba, illustre bien la problématique par ses façades architecturales modifiées pour des considérations esthétiques et d'aération plutôt que pour rechercher la lumière naturelle. Vient donner davantage d'importance à cette recherche. Toutefois, il est important de noter que la question de concevoir des bâtiments résidentiels tout en assurant le confort des yeux nécessite d'insérer des paramètres architecturaux, urbains et environnementaux dans le processus de conception. Cette question devait être abordée dans le travail. La candidate devait démontrer quelque part la faisabilité des propositions qu'elle avance, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue pratique. Pour la méthodologie, via une démarche méthodologique, l'MP30 a opté pour 2 parties. Une première partie qui se présentait un référentiel théorique et méthodologique autour de la thématique du travail. Moi, j'ai quelques remarques sur l'approche méthodologique dans l'étude du comportement. Il est intéressant d'insérer une référence très importante, celle de Keller, le seigneur de Biophilia Hypothetis. Keller a considéré l'éclairage naturel comme élément de la nature ensuite. Ensuite, il a déterminé 9 comportements biophiles. C'est bien diffuser cette grille dans l'évaluation du comportement des habitants via l'éclairage naturel. Une méthode constructive est claire et minimise la subjectivité, surtout que le sujet n'est pas traité par un spécialiste, un sociologue ou un anthropologue. Autrement dit, je ne sais pas, parce que Keller, voilà, des observations, il implique directement le comportement naturaliste, négativiste, il y a peut-être même le nom, le comportement. Une autre remarque, c'est important de développer le point, dans l'analyse de point, le duo confort visuel, confort thermique. À mon avis, parfois on cherche certains conforts lumière, c'est-à-dire les fenêtres, etc. Donc le problème est le confort thermique, ou bien l'inverse. La deuxième partie pratique, dans laquelle elle aborde son cas d'étude, proprement dit en 2 étapes,
Premièrement, via une approche historique pour déterminer le corpus d'études. Non. Normalement, le travail est fondé sur une analyse psychomontrologique pour déterminer le corpus. Je trouve qu'il directement, parce que tu mets habitat collectif, habitat individuel, on va traiter sur pente. Je n'ai pas compris pourquoi on est sur pente. Des types d'habitat. Quels sont les critères de cette classification et son apport au choix du terrain? La page 143. Les différents styles d'habitat, etc. Je préfère les types. La typologie. Les styles. Le passage de la ville d'Annaba à Oued Fourcha nécessite plus de justification, de clarification dans le travail. C'est bien aussi d'ajouter le critère de consommation énergétique par rapport à l'éclairage artificiel. L'électricité est intéressant dans cette étude. C'est bien d'ajouter les critères. Pour l'approche numérique, vient comme seconde étape pour analyser les informations requises par l'observation exploratoire et les mesures in situ, ce qui permet de comprendre en profondeur les comportements et les interactions dans leur contexte. La version du logiciel Astanex, utilisée dans ce travail pour déterminer une version. Figure 6.3. La légende pour la carte comportementale montre des fonctions et non pas des comportements. La carte des fonctions, mais des comportements. Pour les points de mesure, c'est très intéressant de les déterminer à travers une équation, mais c'est mieux aussi de donner les caractéristiques de chaque point de mesure, c'est-à-dire quelle est la différence entre le point et le point. Les caractéristiques de chaque point de mesure. Pourquoi le choix est porté sur le séjour? Est-ce que c'est par rapport à l'usage ou bien par rapport à les modifications architecturales? Aussi, pourquoi la durée? 10 heures, midi, etc. Est-ce que c'est par rapport à l'usage de l'espace? Autrement dit, quelle est la pièce qui nécessite plus l'éclairage naturel? Il faut étudier d'abord l'usage. Normalement, il fallait intégrer les résultats de l'enquête, sachant que le questionnaire n'était pas vraiment très profond pour déterminer les comportements. Le questionnaire, je dis bien directement les comportements, le passage, au point de déterminer les comportements des objets. En plus, il fallait étudier l'usage de chaque pièce par rapport au sexe, à l'âge, pour ensuite choisir la pièce et la durée. Choisir la même pièce dans le même bâtiment, est-ce qu'il apportait plus de résultats? Pour l'approche post-occupationnelle, à mon avis, il faut d'abord sélectionner l'appartement type, son modification, ensuite l'analyser sur le plan architectural et prendre les mesures. Ensuite, faire une classification de modifications à travers cet appartement pour avoir les types de modifications et les quantifier. Ensuite, évaluer les causes des modifications dans chaque type, ou bien l'évaluation des comportements dans chaque type, après les mesures in situ pour classer les types de modifications en fonction du confort visuel. Quelle est la meilleure modification, ou bien l'inverse, etc. Pour les références, un problème dans la mise en forme, les références dans le texte, les références citées dans le texte. Je vous conseille d'utiliser Zoter ou les mêmes là pour les références. La publication fait partie, elle s'inscrit dans le contexte de la thèse. C'est un article classe B, Scopus. Mais en conclusion, c'est un travail scientifique concluant, traitant avec détail les paramètres du sujet de la thèse et les facteurs sélectionnés par la doctorante. Les résultats sont satisfaisants. Je vous félicite, Selma. Je considère que les qualités de ce travail justifient amplement sa présentation comme thèse de doctorat en architecture. Merci, monsieur le président. Voilà. Merci, madame. Merci, docteur. Voilà. Maintenant, c'est à moi de faire. Avant de conclure, là, je vais faire quelques remarques. Malgré que le travail, il est énorme, il est aussi riche d'informations, de connaissances scientifiques, d'emprunts aussi bibliographiques énormément riches et tout. Moi, je vous remercie
Tout d'abord, je tiens à remercier Dr. Rand pour l'effort accompli énormément pour ce travail. C'est aussi la rédaction utilisée. Je te remercie pour ça. Bien rédigé, quelques fautes à mitnahaw, réellement, de conjugaison, de quelqu'un, quelques petites fautes d'inattention. Il faut revenir sur ça, on le sait. Lorsqu'on rédige le document manuscrit, la phase finale, on est pressé, de temps en temps, on laisse passer quelques fautes. Il faut vraiment, avant de le déposer, de revoir, surtout les petites fautes. Il faut les ôter parce qu'ils vont, je dirais, voilà, des petites coquilles, parce qu'ils vont à peu près rabaisser le niveau, alors que l'écriture, elle est là. La rédaction, elle est là, elle est riche, énormément. Je vous remercie pour ça, surtout pour le document, pour le manuscrit. Je vois un travail bien rédigé, en détail, bien rédigé et tout. Sauf que, qu'il y a des petites irrégularités, coquilles, c'est ça, je dirais, à prendre en charge. Avant de le mettre à le document, c'est important pour vous et pour le lecteur prochainement. Il faudrait que, lorsqu'on utilise un concept, il faut le garder dès le départ, l'introduction, l'intitulé, ou bien dès la première phase jusqu'à la fin, c'est les mêmes concepts. Ne sortez pas sur d'autres concepts, presque des qualificatifs. Restez dans le même cadre, c'est important. On le voit, il fait pas mal de choses. Moi, je vais revenir sur ces irrégularités de forme, Ce que je vous reproche dans ce document, d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, parce que tout document, surtout de thèse, il y a le bas de page de la page, contenu de bas de page. Ou si on utilise une référence bibliographique qui est en annexe, on a une référence bibliographique, ou si on utilise une information, on a en bas de page. Il y a beaucoup de détails, le manuscrit à l'intérieur de la rédaction, qu'il faut mettre en bas de page. Lorsque vous étudiez, par exemple, le cas de la page 195, lorsque vous faites un tableau type et surface d'ouverture de chaque pièce de l'espace habité, je ne vais pas sur la source, à peu près, source auteur, il n'y a pas de problème, mais ce que vous voulez montrer à travers ces schémas, espace cuisine, séjour, chambre, type de surface et d'ouverture, le tableau il est incomplet, moi je vous le dis. Il fallait mettre juste à côté les normes, le référentiel normatif en matière d'éclairage naturel pour chaque type d'espace. Il y a des normes qui sont internationales, des ISO internationales, il y a des normes qui sont locales, inscrites logiquement, je pense, pour le cahier de charge. Les cahiers de charge, surtout pour l'urbanisme. On dit, par exemple, une surface de 24 mètres carrés, par exemple, fait un séjour, la fenêtre admise, le code réglementaire en Algérie, c'est le 1/10 de la surface. Où sont passés ça? Voilà. Ils existent, le DTR. Il faudrait revenir aux normes internationales, il nous faut une case. Là, parce que c'est bien de schématiser ça et de voir à peu près surface de l'ouverture 2,08 mètres carrés. Il faut, je dirais, la comparer avec le référent international et le référent local, parce qu'il existe dans la prescription urbanistique, c'est l'habitat, qui a les ouvertures, les fenêtres, ils sont déjà un référentiel propre à eux. C'est le 1/10 de la surface de l'espace habité. Donc, il faut, pour le combler, à la fois tableau, il y a deux cases, je ne dirais pas, c'est des colonnes. Il y a deux colonnes qu'il faut ajouter, un référentiel international et un autre référentiel local pour l'Algérie. C'est important, très important. Vous avez fait l'international, c'est quoi? Vous avez un livre qui est, à part tout à l'heure, notre cher professeur Boucher
Abdouhab, il a cité 2 livres qui sont importants, prépondérants. C'est le livre de Gaston Basselat, la poétique de l'espace. Vous avez un autre livre qui est de normes techniques, La maison sur mesure. La maison sur mesure. Il nous donne des normes sur l'espace habité, en volume et en surface, plus les ouvertures, proportionnellement par rapport à l'espace habité, qu'il faut revoir. Ça c'est bon. S'il faut toucher quelque peu, c'est important parce que le document va rester là, ou surtout lorsque vous vous attaquez à des, je dirais, EPO, évaluation post-occupation, c'est des évaluations anthropomorphiques. Anthropomorphiques. Ça veut dire qui traitent de la morphologie de l'espace habité à l'intérieur, ou le comportement de l'usager dans cet espace. Donc il faut ajouter ces 2 dimensions, ces 2 référentiels. Au moins ils vont nous dicter pourquoi on est resté figé pendant 70 ans sur la seule norme qui existe française qui date de l'urbanisme moderne et qui date des années hygiéno-fonctionnalistes qui datent des années 1930. On est dans les mêmes normes, Madame K, où 1/10 de la surface de la fenêtre et 1/10 de l'espace habité, soit séjour, soit chambre, soit cuisine, soit des normes bien précises. 1/10 de. Est-ce que vraiment cette norme la preuve tout à l'heure, notre cher aussi, je dirais, professeur Boucherb, il a parlé de la dimension culte philosophique, de la dimension d'appartenance à une identité, à une société. Il y a aussi la dimension sociale de l'espace habité. Qu'il y a aussi une autre dimension, ça c'est postdoctoral, c'est ce qu'on appelle la psychologie de perception de l'espace. Et une dimension aussi énormément. Vous vous êtes accroché surtout à l'analyse comportementale de l'usager dans l'espace habité et ce qu'il reçoit comme ambiance lumineuse, est-ce qu'elle est polluante? Et le manuscrit, j'aimerais bien que. Est-ce que vous avez. Parce que là, vous faites. Si on parle d'ambiance lumineuse, en opposé, on a la pollution visuelle. Est-ce que vous avez parlé de pollution visuelle? Pollution visuelle, c'est lorsqu'on a un excès ou bien un déficit en ambiance lumineuse. On parle de pollution. Et il y en a tellement de pollution visuelle. Beaucoup d'Algériens qui fréquentent ces espaces habités à l'intérieur lorsqu'ils sont, même artificiellement, la nuit, mal éclairés, ils ont des maladies je dirais, de vue. Et qui fait que ça, c'est... Oui. Si avec l'éclairage, on parle de l'agressivité visuelle. Aussi de perception visuelle. D'éblouissement. On va revenir aussi. À chaque fois, on réduit. Et c'est suite à quoi? À une pollution visuelle, soit en excès, soit en déficit, qu'il faut aussi revoir. Moi, je reviens sur quelques points de forme surtout. Je n'ai pas envie de m'élargir sur le thème parce qu'il est riche. Vous nous avez gâté avec votre ce travail, mais je vais revenir sur quelques problèmes rapidement de forme. C'est bon, voulez-vous vraiment? Ok, allez, j'arrête. Je vais arrêter 1 minute là et j'arrête. De forme. Je reviens sur la page 41, rapidement. La page quelques formes à revoir. Tiens, les bas de page, n'oubliez pas. Les bas de page, on explique si jamais on a une information à donner, mais qui n'est pas référence, mais qui est d'usage. On peut la mettre en bas de page. Tout le document n'est pas... quand je fais le bas de page. Alors que normalement, il doit être un complément d'information en bas de page. Il n'y a pas... Très bien, je termine avec ça. Je termine avec quelques formes rapidement. Allez, page 41, page 45. Vous avez la page 41 jusqu'à page 45 concernant moi je dirais, le titre. Voilà ce que vous expliquez que ça appartient à un auteur, modifié par, amélioré, je ne sais pas, c'est
par vous, hein, après. C'est des auteurs 3, c'est vous améliorez. Essayez d'ôter, une fois, un schéma qui appartient à des auteurs, ça leur appartient. Maintenant, on sait que vous allez certainement apporter une légende concernant ce que vous avez apporté comme haja ou bien soustraire haja, des légendes, mais ne touchez pas à la référence, parce que la référence elle est d'origine attribuée à un groupe. Quand vous amélioré par vous, quand il y a un document un beau jour sur le groupe, et que ça va, on a eu une experte, une doctorante experte, qui nous a fait cette remarque où il y a notre déficience quelque part, scientifique. Donc ça touche la référence touchée. Moi je ne vais pas m'étaler, je vais m'arrêter à ces remarques de forme. Le document excellent, moi je vous dis excellent, à part quelques irrégularités de faute d'orthographe, restez sur les observations faites par nos professeurs. Leurs professions elles sont importantes. Il ne faut pas les négliger, il faut les porter. Et je vais demander à l'assistance de nous excuser pour délibérer. Ah d'accord, pardon, j'oublie. Hein. Allez-y, passez. Je vous donne maintenant pour répondre à 2 ou 3 questions, bien notes d'observation, et on va passer pour expliquer. Merci. Premièrement, on va prendre en considération toutes vos observations, mais je souhaiterais revenir sur quelques points pour éclaircir davantage. Donc, juste un flashback. Notre étude vise à étudier le comportement des occupants dans l'espace habité. Donc, on a choisi le cas d'étude à Annaba. C'est pourquoi Annaba et pas Skilda, parce qu'on a sélectionné. Peut-être que c'est le même problème à Annaba et à Skilda, mais il y a des spécificités de la ville et aussi des problèmes qui sont l'exode rural et les crises de logement et le manque du confort au niveau de l'habitat. Donc on a effectué une étude pilote en 2021 qui nous a permis de sélectionner le cas d'étude. Donc on a observé plusieurs bâtiments de social, ADL et même du conventionnel, mais on a choisi le type d'habitat doué de Fourcha parce qu'on a observé le problème depuis l'extérieur. La modification des habitants s'affiche depuis l'extérieur. Les fenêtres sont ajoutées pêle-mêle, on peut dire. Donc ils ont modifié totalement la façade et aussi ils ont même ajouté des plantes à l'extérieur et on dirait ils ont pris voilà l'espace extérieur en ajoutant des arbres et des petits jardins pour le niveau RDC, et ce qui a influencé l'éclairage intérieur. Donc pour la disponibilité d'éclairage extérieur, on a mesuré l'éclairage dans l'extérieur, qui est une dimension physique, et l'éclairement naturel, qui est un processus d'acheminement de cette lumière vers l'intérieur, elle est on peut dire, il y a des obstacles créés par l'occupant lui-même. Donc à l'intérieur, on a une mesure de 0 luxmètre dans l'espace de séjour. Et l'espace de séjour est choisi pour la mesure in situ parce que dans l'étude pilote, on a effectué un entretien avec les habitants où l'espace de séjour est le plus utilisé. C'est l'espace, comme dans l'architecture traditionnelle, le patio et le Westdal, comme M. Boucher l'a précisé. Donc, ils ont un problème d'éclairage au niveau de l'espace jour qui est cuisine et séjour. Donc, on a effectué les mesures au niveau de l'espace séjour. Et puis, voilà. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Oui, allez-y, professeur Boucher. C'est juste un à côté, disons, un aparté. Hein? Oui. J'ai visité l'Institut du monde arabe à Paris. Oui. Tout le jeu est fait sous la lumière. Tout le jeu, disons, architectural en tout cas, et
basée sur la captation de la lumière. Donc, quand Jean Nouvel a utilisé des diaphragmes pour signifier la bouche arabienne, mais avec un système, disons, j'allais dire, je ne sais pas si, non, un système automatique, d'intention la lumière extérieure. C'est-à-dire, moi j'ai trouvé l'idée intelligente. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a une symbolique, la mouche arabienne. Deuxièmement, c'est l'automatisme, la modulation, c'est la lumière. Et puis le troisième point, c'est que ça donne sur le plan extérieur un tapis. C'est-à-dire quand on voit la lumière de l'intérieur, quand c'est éclairé, c'est dans l'aspect nocturne, on voit un tapis avec ces motifs, le motif des étoiles. C'est pour dire qu'il ne faut pas toujours rester sur l'aspect tellement technique, parce que technique, on obtiendra des normes, et puis on s'arrête. Mais la question de la recherche esthétique, elle restera toujours ouverte. Donc c'est pour ça que j'oriente davantage ma réflexion sur l'apport de la lumière, même si c'est calculé, même si c'est normalisé, mais par rapport à un aspect esthétique, parce que c'est ça qui permet de donner une ambiance, qu'elle soit de l'intérieur ou même de l'extérieur. Parce qu'on peut penser aussi à la question de la lumière artificielle pour l'animation nocturne, pour donner des images des villes. Je pense que, par exemple, vous connaissez aussi, vous avez vu peut-être Las Vegas, une ville de nuit nocturne, tout est basé sur la lumière. Tout le jeu est sur la lumière. Voilà. Et ça ne manque de mieux que le travail présenté par la candidate et de qualité. Ok. Oui, allez-y. Une petite précision, Marcat Touhab. Allô? Oui. Je le village, c'est le village de Karzaz. Karzaz sur la Saoura. Oui, Karzaz. Oui. Karzaz, c'est Karzaz sur la Saoura. Karzaz. Voilà. Karzaz, je connais aussi. C'est sur là où il y a toutes les rivières sont couvertes. On ne peut circuler qu'avec un guide. Oui, qui m'a appelé Abbas. Voilà. Un petit peu. Oui. Voilà. C'est comme Bni Abbas. Oui, d'accord. Pour ajouter encore un mot, la valeur esthétique dans la lumière, la ville de Lyon a une fête ici, mais la fête de la lumière. Oui, chaque année. La fête de la lumière. Chaque année. Voilà. Oui, Les effectivement. ambiances lumineuses. Donc, à peu près, on a touché presque tous les volets, surtout concernant, il a parlé d'esthétique, de philosophie, de aussi appartenance à une région qui est plus, je dirais, ensoleillée que d'autres, et tous ces aspects rentrent dans le sillage que tout est culturel, en fin de compte. Tout est, même les ambiances lumineuses sont culturelles. Et à travers les événements, à travers la Koïchkemak. Donc on fait appel à la lumière, surtout naturelle. Votre thème est intéressant. Maintenant, je pense, Abdouhab, on va arrêter pour, je dirais, délibérer. Rihbana Abdouhab, pour finaliser la délibération, s'il vous plaît. On a besoin par téléphone de vous contacter. OK pour délibération. Merci, professeur Abdouhab. Merci.